le titre de mon intervention, je le répète, c'est l'homme qui voulait changer d'espèce. Et alors pourquoi j'ai choisi ce titre? C'est lié au titre du colloque, parce que quand j'ai essayé de réfléchir à ce que j'allais raconter aujourd'hui, je me suis rendu compte que le phénomène écologie, je l'utilise tout le temps, cette expression. Donc c'est moi qui ai choisi le titre du colloque, comprendre le phénomène écologie. Parce que c'est un phénomène. Mais d'où venait le fait que j'utilise cette expression? Ça venait d'un livre que j'avais lu, qui est un roman de Romain Gary, qui est Les Racines du ciel. Et Les Racines du ciel, c'est Morel. Morel, c'est le héros du livre. Et Morel est un passionné des éléphants. Il est en Afrique. Et donc, il fait une pétition, etc. Puis il prend le maquis, et alors il poursuit les braconniers parce qu'il veut sauver les éléphants. Pourquoi veut-il sauver les éléphants? C'est parce que ce sont des êtres magnifiques. Et donc, ça a une valeur esthétique. Si vous voulez, les éléphants ne servent à rien. Ils pourraient disparaître. Ça ne changerait pas la face du monde. Pas plus que l'ours blanc, hein, n'est-ce pas, Thomas? Il est là. Et donc, il va se passionner comme ça. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il va faire tellement de barouf dans la savane qu'il va devenir extrêmement célèbre à travers le monde. Et tous les journaux du monde entier, en Russie, aux États-Unis, parlent de Morel. Et c'est devenu le phénomène Morel et le mythe des éléphants. C'est ça le roman, en fait. Ça raconte cette histoire-là. Il prend le maquis. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à un moment donné, Morel va être accompagné de tout un tas de personnages un peu bizarres, mais qui surfent sur le phénomène Morel. Vous voyez, il y a le phénomène, il y a les gens qui surfent sur le phénomène. Et notamment, vous avez le nationaliste africain qui s'appelle Waitari et qui accompagne Morel dans ses aventures. Et il dit, quel que soit le feu qui brûle, il faut l'alimenter. Vous voyez, il faut profiter de la curiosité que suscite Morel, le phénomène, le mythe des éléphants. Et en fait, quand j'ai lu ce bouquin, je me suis dit, mais c'est pas possible. Il est en train de décrire ce qui se passe pour l'écologie. Pourquoi? Parce que j'ai fait une thèse, effectivement, sur ce sujet-là, et que je me suis rendu compte que si vous regardez les pionniers de l'écologie, même les écologistes actuels, très très souvent, ils font une expérience mystique de la nature. Hein, et ils veulent protéger l'esthétisme naturel. Et c'est ça qui est au cœur, c'est comme ça qu'est née l'écologie au XIXe siècle, avec cette volonté de protéger l'esthétisme naturel face à la société industrielle, finalement. Et vous trouvez toujours chez les écologistes, je vous assure, si vous les lisez bien, ils parleront toujours de cette expérience mystique de la nature, donc de cette expérience fondatrice qui va ensuite faire d'eux des militants, en fait. Et donc, ils vont s'engager pour la nature et pour ce qu'on va appeler ensuite l'environnement. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'effectivement, ce phénomène un peu particulier là va grossir de plus en plus comme le phénomène Morel, et il va y avoir aussi des suiveurs, des vendeurs d'éoliennes et de panneaux solaires dont vous parliez, cher Laurence, finalement. Mais je pense que ce n'est que secondaire. C'est qu'il y a des profiteurs, effectivement, qui se greffent à un phénomène d'ordre mystique. Et je pense qu'on est finalement là-dedans. Donc voici pourquoi. Et puis c'est la question du salut, en fait. L'expérience intime de la nature, qui est faite par la plupart des écologistes, ça parle du salut, en fait. Parce qu'on a l'impression, alors ça je ne peux pas vraiment m'étendre là-dessus, mais l'expérience intime de la nature, fait penser qu'il y a quelque part dans notre monde un paradis qui serait un peu caché, parce que la nature est mystérieuse. Et quand il y a mystère, il y a espoir. Il faut toujours comprendre ça. Le mystère crée l'espoir. Et comme la nature est mystérieuse, la beauté de la nature est mystérieuse, il y a un espoir. Espoir de quoi? On ne sait pas. Ou on sait plutôt, puisque nous sommes des êtres mortels, donc c'est toujours ça en fait. Si vous voulez faire de l'anthropologie sérieuse, il faut parler de cette question-là, de cette peur de mourir et de cet espoir qu'on peut avoir face à un mystère. S'il y a un mystère, il y a peut-être quelque chose derrière ce mystère. Donc bref, qu'est-ce que l'écologie, vous demandiez? Alors, je parlais du phénomène Morel, de ce phénomène un peu particulier, mais l'écologie, moi je la définis d'une certaine manière. Les écologistes sont ceux qui pensent qu'il y a une crise existentielle. L'humanité est en crise. Et donc, c'est soit les hommes vont disparaître, soit la civilisation va disparaître. Hein, on est là-dedans. Donc l'écologie, d'abord, c'est un diagnostic de crise. Et ensuite, c'est les politiques de salut public qu'il faut le faire pour sortir de cette crise.
Et j'ai lu, cher Benoît, tu dis à peu près la même chose au début de ton dernier livre, sur la définition de l'écologie finalement. C'est donc une crise existentielle et une réponse à cette crise par des politiques de salut public. Et cette définition est à mon avis assez parfaite de l'écologie, parce que vous prenez n'importe quel écologiste, vous prenez cette définition, en général ça marche très très bien. Et donc c'est complètement différent de l'environnement précisément. Et il ne s'agit pas aujourd'hui, ce n'est pas un colloque sur l'environnement, il faut rassurer l'Académie des sciences. C'est un colloque sur un phénomène qui doit être étudié de façon anthropologique. Le phénomène écologie, c'est ça. Et donc l'environnement, c'est quoi? C'est comment je lutte contre les pollutions, les nuisances et les risques. C'est extrêmement simple. Dans tous les endroits du monde, il y a des politiques de l'environnement et il n'y a pas d'idéologie derrière, il n'y a pas de religion ni d'idéologie, il y a des problèmes et on va trouver des solutions. L'écologie, non, l'écologie, c'est la crise. Et donc c'est comment je me sors de la crise. Et donc derrière ça, il y a toujours la question du salut public, je l'ai dit, par des actions, mais aussi le salut finalement de l'âme derrière, de son propre salut. Donc l'écologie, ce n'est pas l'environnement, même si évidemment il reprend des éléments de l'environnement, et c'est une idéologie, c'est une religion séculière. Pourquoi? Parce qu'elle prend en charge la question du salut, encore une fois. Et donc il y a une dialectique, si vous voulez, cette religion se forme grâce à une dialectique entre ce que je viens de dire, le diagnostic et la réponse qui va être des actions de salut public ou d'une idéologie de salut public. C'est ces deux choses. Et entre ces deux choses va se créer ce qu'on peut appeler le phénomène écologie. Alors, je voudrais parler d'abord du diagnostic de crise. C'est la première chose de l'écologie. Alors, la crise, depuis toujours, dès qu'il y a eu des écologistes, ils ont parlé de cette crise. Mais cette crise change avec le temps. Au début, c'était surtout les équilibres naturels. On avait peur de bouleverser les équilibres naturels. Et si on les bouleverse, finalement, ça va avoir des rétroactions négatives sur nous. Après, qu'est-ce qu'on a eu? Les pluies acides, par exemple. Nous avons eu la démographie. Alors, ça revient un peu aujourd'hui, la démographie. Mais plus comme une accentuation de la crise climatique, plus qu'en soi la crise de la démographie. La démographie, on pensait qu'on allait créer une grave crise à cause de la multiplication du nombre d'humains sur Terre. Il y a eu ensuite le nucléaire ou la technologie, elle a parlé de Anders tout à l'heure. La peur du nucléaire, de la technologie, des OGM, cher Jean-Paul. Je ne sais pas où il est là. Donc, vous voyez, c'est la couche d'ozone. Ça a été énorme, la question de la couche d'ozone, à un moment donné, dans nos sociétés. Autant que le climat, ça a duré moins longtemps, mais ça a été énorme. Il faut voir ce que c'était, à un moment donné, la question de la couche d'ozone. Personne n'en parle plus. On ne sait pas s'il y a un trou ou pas. Tout le monde s'en moque maintenant. Donc, quelle est la crise? Donc, vous voyez que la crise change. Et aujourd'hui, quelle est la crise? C'est la crise du climat, bien sûr. C'est le diagnostic de crise, c'est le climat. La question du climat, mais qui commence un peu à fatiguer. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Si, elle fatigue un peu. Parce que c'est difficile, les récits apocalyptiques sont difficiles à maintenir. Et donc, il y a aujourd'hui une nouvelle crise qui pointe son nez, c'est la crise de la biodiversité. J'en sais quelque chose, puisque un article du Point m'a valu quelques inimitiés, on va dire ça comme ça, sur la question, parce que j'avais dit qu'il n'y avait pas d'effondrement de la biodiversité en Europe. Bon, bref. Vous voyez que la crise change. Aujourd'hui, c'est la crise du climat et de la biodiversité qui vient de façon très importante. Alors, cette crise, si vous voulez, ce qui est remarquable, et c'est pour ça que c'est en cela que c'est une religion, c'est que pour qu'il y ait un discours salvateur, pour se sortir de cette crise, qui va nous sauver, le salut, il faut qu'il y ait ce diagnostic de crise. Si celui-ci n'existe pas, vous ne pouvez pas avoir ce discours qui va derrière. D'accord? Et ce qui est important, ce n'est pas la crise, en fait. Ce n'est pas le diagnostic de crise. C'est ce qu'elle permet, c'est ce qu'elle autorise. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'il est quasiment impossible de parler, de discuter du diagnostic de crise. L'Académie des sciences n'était pas très favorable à ce qu'on tienne ce colloque aujourd'hui. Donc, il y a des difficultés. Alors, il y en a plein dans la salle, les intervenants notamment, ils discutent du diagnostic de crise. Tous les intervenants d'aujourd'hui quasiment. Mais on voit qu'on n'arrive pas à discuter. On est ostracisé, il y a des questions morales. Vous voyez ce que j'ai dit sur la biodiversité, j'étais un dénialiste de la biodiversité. Enfin, on ne peut pas parler. Donc le diagnostic de crise, en fait, il est sacralisé.
tout simplement. Mais pourquoi est-il sacralisé? C'est parce qu'il autorise quelque chose. C'est ça qu'il faut comprendre. Et vous avez aujourd'hui... Alors, ce qui est remarquable, si vous voulez, sur ce diagnostic de... Donc ça ne sert à rien, si vous voulez, d'échanger sur la question du diagnostic. C'est la nécessité de s'inscrire dans la dimension mystique du salut qui génère le diagnostic de crise. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça qu'il ne sert à rien de le discuter. Et donc ça crée des interdits et des tabous, évidemment, puisque ces interdits et ces tabous protègent l'idéologie salvatrice. Donc l'écologie, ce n'est pas une peur de destruction du monde ou de la nature, c'est plutôt la nécessité de certaines personnes, de certains hommes, de se raccrocher à un récit. Et alors ce qui est remarquable aujourd'hui, c'est comment est protégé le récit. C'est ça qui est intéressant, le récit de la catastrophe. Comment est-il protégé? Bon, on le voit aujourd'hui en expérience, c'est qu'il est protégé par ce qu'on appelle la science. C'est-à-dire qu'on fait appel à la science pour protéger le diagnostic de crise. On dit non, ce n'est pas discutable car la science a dit qu'il y avait une crise. C'est exactement ce qu'a dit Radio France dans son texte Le Tournant, ça s'appelle. Ils disent il n'y aura plus de discussion, la crise est un fait scientifique. Donc nous n'inventerons pas des gens qui critiquent la crise. L'existence de la crise n'est pas discutable. Et pourquoi elle n'est pas discutable? Parce que c'est la science qui le dit. Et donc on fait référence, par exemple, au GIEC, ou au GIEC de la biodiversité, ou à des articles scientifiques. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est que ce qu'on appelle la science, en fait, ce n'est pas vraiment la science, c'est les gens qui représentent la science, parce que la science, ça n'a pas de sens de dire la science. La science n'existe pas, il n'y a que des représentants de la science ou des gens qui utilisent la méthode scientifique ou une discipline scientifique. Mais la science en tant que telle n'existe pas. Mais donc la science, qui est rigolo aujourd'hui, c'est qu'elle protège le mythe. La science avait toujours pour rôle de démystifier. Mais aujourd'hui, non. La science est utilisée pour protéger le mythe. Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc, il faut reconnaître que c'est un peu, perturbant, disons. Donc voilà ce que je voulais dire sur le diagnostic de crise. Alors après, évidemment, je ne rentre pas dans le détail, pourquoi on peut discuter du diagnostic de crise, mais aujourd'hui, il ne s'agit pas d'essayer de discuter ce diagnostic, on l'a fait tous, on essaye tous de le faire dans nos livres, etc., dans nos articles, mais aujourd'hui, ce n'est pas le diagnostic qu'il s'agit de critiquer sur le climat, sur la biodiversité, hein. C'est bien le phénomène écologie, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc maintenant, je voudrais parler de la réaction salvatrice, finalement, puisque je vous ai dit que ce diagnostic, il était là pour qu'il y ait un discours sur la nécessité d'agir, en fait. C'est ça qui est important. Parce que ça amène les êtres humains dans une aventure, finalement. Une aventure vers le bien. Et alors, le problème là-dedans, c'est que, vous allez voir, c'est extraordinaire, c'est qu'on a un diagnostic, mais donc on dit il faut agir. Mais le problème, c'est que la crise dont on parle ne se matérialise pas tellement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on a augmenté, par exemple, on est passé en 1800, on était 1 milliard, aujourd'hui on est 8 milliards. Bon, il ne s'est rien passé. Enfin, je veux dire, on vit mieux, plus longtemps, dans de meilleures conditions, le développement technologique, on n'a quand même pas tout détruit, il ne faut quand même pas exagérer, plein d'espèces reviennent. Donc la crise ne se matérialise pas. La crise du climat, c'est toujours pour demain, si vous voulez. Elle n'est pas là, c'est spéculatif pour l'instant, si vous voulez. Et donc là, on est aussi face à un phénomène incroyable, c'est qu'on a un diagnostic, on a une crise qui ne se matérialise pas, mais les politiques qui doivent répondre ne se matérialisent pas davantage. Pourquoi? Parce que pour répondre de façon très forte avec des politiques de salut public, il faut qu'il y ait une réalité. Il faut que, quand une guerre commence, les chars traversent la frontière, et donc on réagit. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous manque. Comme la crise ne se matérialise pas, on n'arrive pas à agir en conséquence. C'est pour ça qu'on tergiverse sur des politiques écologiques. Alors ça désorganise un peu tout, mais la décroissance, par exemple, qui est quand même au cœur du sujet, ne se met pas en place véritablement. On a plutôt une décroissance molle. Donc on n'arrive pas à mettre en place. Donc l'idéologie qui va naître, elle va naître finalement entre une crise qui ne vient pas et une réaction qui ne vient pas davantage, si vous voulez. Et donc, entre ces deux choses, vous allez avoir un tourbillon idéologique et un discours qui va se forger sur l'homme et son destin.
Et alors, c'est là aussi, parce qu'on se dit, si on n'arrive pas à agir, c'est parce qu'il faut qu'on change nos mentalités, en fait. C'est ce qui ne va pas chez nous, c'est que notre rapport au monde n'est pas bon. Et donc, c'est ce qui expliquerait qu'on n'arrive pas à agir de façon... Et ça, c'est en permanence, dans les écrits des écologistes, des intellectuels, vous avez toujours cette question-là. Et vous avez plein de pensées, d'idéologies. Vous avez l'écologie profonde, l'éthique de l'environnement, l'écologie intégrale, l'écologie sociale, l'écothéologie, le communisme du vivant, une nouvelle théorie, le socialisme écologique, Thomas Piketty, très récemment. L'écologie de l'enracinement, alors ça c'est moi qui crée le mot, mais c'est aujourd'hui développé par les mouvements conservateurs, les mouvements de droite, qui s'étaient tenus loin de l'écologie jusque-là et qui sont en train de créer une écologie de l'enracinement. Mais vous avez aussi plein de pensées individuelles, comme celle de Bruno Latour, de Philippe Descola, je crois que tu vas en parler. Pour moi, ces gens-là, sans la crise qu'ils prennent pour acquise, toutes leurs pensées sont détruites, si vous voulez. Elles ne valent plus rien. Donc ils sont obligés, si vous voulez. Si vous voulez, quand vous avez une crise, ça donne de l'allant à la pensée intellectuelle. Le chercheur, il veut toujours... ça le met dans une forme d'extase, de penser qu'il y a un problème nouveau à penser, vous voyez. Et donc, Bruno Latour, pour moi, c'est un mystique de notre temps. Il y a beaucoup de chercheurs en sciences humaines qui sont, à mon avis, pas vraiment des scientifiques, mais plus des mystiques. Et je mets Bruno Latour et Philippe Descola notamment dans ce cadre-là. Donc, si vous voulez, vous avez un système qui se forme entre deux zones de basse pression. Cette crise qui ne se matérialise pas et ces actions qui n'arrivent pas à être mises en œuvre. Et donc, entre les deux, vous avez un mouvement perpétuel, une idéologie écologique, comme ça, qui invente tout un tas de théories. Et en fait, finalement, l'écologie se forme entre l'attente de la crise et l'espérance de pouvoir s'en sortir. Donc l'écologie crée l'amont de la crise pour que soit possible l'aval de la réaction salvatrice. Je crois que c'est pour ça qu'on en est là. Bon, et alors souvent, dans les discours, dans tout ce que je vous ai cité tout à l'heure, il y a souvent une vision de l'homme assez négative. Et alors Chantal l'a dit tout à l'heure, une espèce de haine de l'homme. On retient souvent ça. Mais alors, je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais c'est vrai qu'il y a souvent ça. C'est-à-dire que l'homme est une espèce qui est venue faire le bazar sur la planète, si vous voulez. Et donc, plus que l'homme, d'ailleurs, souvent, c'est l'homme occidental, plutôt. L'homme moderne. Parce que, par exemple, l'écologie, elle va louer, par exemple, les hommes, les paysans, les sociétés traditionnelles. Par contre, elle va avoir un discours de haine ou de... le mot est un peu fort, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y a une remise en cause de l'homme, finalement. Mais ça, il faut comprendre, ce que certains ne comprennent pas, on avait discuté d'ailleurs avec Christian, pourquoi il y a une haine de l'homme? C'est qu'il faut lui donner les possibilités de s'accomplir. Vous voyez, le bien et le mal... Parce que si vous voulez, l'important, puisqu'on est dans la dimension mystique de l'existence, c'est d'échapper finalement au cours ordinaire de la vie. Pourquoi? Parce que si vous êtes un être humain ordinaire, si vous voulez, c'est le cycle de la vie et donc de la mort finalement. Vous n'êtes pas dans le mystère, dans l'exception. Il faut que l'être humain soit un être exceptionnel. Pourquoi? Parce que si l'être humain est exceptionnel, nous avons un espoir qu'il y ait peut-être quelque chose après la mort, d'une certaine manière. Il faut aller jusque-là. Si vous voulez l'exceptionnalité de l'homme, il faut toujours la mettre en valeur. Sinon, on tombe très vite dans la banalité de la vie et donc dans un espèce de cycle naturel dans lequel il n'y a aucun espoir. Et donc, il faut faire en sorte que l'homme soit exceptionnel. Pour qu'il soit exceptionnel, il faut qu'il soit à la fois l'être maléfique, mais aussi, donc, l'être bénéfique. Parce que qu'est-ce que c'est que le discours écologique? Et je reproche à ceux qui critiquent l'écologie de ne jamais le voir, ça. Pourquoi l'écologie veut, par exemple, organiser la décroissance de l'économie? Mais pour sauver l'être humain de la catastrophe, précisément. Donc l'écologie, contrairement à ce qu'on dit, est une forme d'humanisme. Et évidemment, puisqu'il s'agit de sauver l'homme. Il y a un diagnostic et il y a des politiques de salut public qui vont avec. C'est hyper cohérent comme pensée, vous voyez? Bon, sauf si on s'est trompé sur le diagnostic, bien sûr. Mais donc, il y a ces deux aspects-là qu'il faut comprendre. Donc, moi, je pense que si on veut échapper au cycle ordinaire de la vie, et donc de la mort,
Sans le mal, il n'y a aucune aventure vers le bien qui soit possible. Je suis désolé, mais sans Judas, vous n'avez pas Jésus. Sans le mal, vous n'avez pas le bien. Donc il y a l'homme qui détruit et l'homme qui sauve. L'être magnifique, donc, comme je le disais, est l'être magnifique. Donc il y a toujours de l'espoir dans l'écologie, l'espoir du salut précisément. Et vous avez une arche de l'espoir. Vous savez, une arche de l'espoir, c'est la charte de la Terre qui a été faite autour de l'ONU. Et la charte de la Terre est mise dans une arche. Elle s'appelle l'arche de l'espoir. Et elle dit en gros, dans cette arche, que le monde est périlleux, mais il y a aussi plein d'espoir. C'est l'arche de l'espoir. Vous avez toujours dans l'écologie ces deux éléments qui se répondent l'un à l'autre. Pour échapper à l'ordinaire, il faut que l'être humain soit extraordinaire. Car s'il est extraordinaire, il y a un mystère. Et donc, s'il y a un mystère, il y a un espoir pour nous. Parce qu'il faut toujours raccrocher la passion, puisque l'écologie, c'est une histoire de passion, à quelque chose d'individuel, à un destin individuel. Vous ne pouvez pas devenir passionné comme ça, et parce que nous avons cet élément très important alors, je ne sais pas si j'en suis où au niveau du temps, excusez-moi. Parce que je n'ai pas mis ma montre comme un imbécile. 11h05 et je dois aller... je crois que c'est bon. C'est quand là... Excusez-moi, je voudrais vérifier quand même. Ah si, je l'ai là. Jusqu'à 11h30, c'est bien, c'est bien. Donc, voilà ce que je voulais vous dire, c'est que si vous voulez, le diagnostic c'est pas intéressant en fait. C'est pas besoin de le discuter, c'est pas celui qui compte. Sauf que, en fait, donc elle permet cette idéologie salvatrice, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui se ramène finalement à une expérience à un espoir de salut que nous avons tous. Mais le récit écologique aujourd'hui est en danger, comme tous les récits précédents d'ailleurs. Et toutes les idéologies, c'est toujours le même système à peu près. Et donc le récit écologique d'aujourd'hui est aussi en danger que le récit théologique d'hier. Ça, c'est évident. Alors, comme on ne peut pas discuter le diagnostic, qu'est-ce qu'on fait, Benoît, souvent? On s'amuse, puisqu'on se dit que ça ne sert à rien, donc on va se mettre à observer le clergé. Et oui, parce que le clergé parle. Il dit il faudrait faire ça, il faudrait faire ci, etc. Vous voyez? Et puis tout à coup, on regarde le comportement du clergé. Mais oui, puisqu'on ne peut pas discuter du diagnostic, on va regarder ce que ces gens-là font. C'est là qu'on s'aperçoit. C'est là qu'on s'aperçoit qu'Al Gore vit dans un palace, que Nicolas Hulot a 10 voitures, il a plein d'endroits pour... Vous voyez ce que je veux dire? Et à un moment donné, les opposants à l'écologie, finalement que nous sommes, on peut dire ça comme ça, vont pointer du doigt les gardiens du temple. Comment vous vous comportez? Et là, c'est le début de la fin, très très souvent. Parce que, effectivement, l'idéologie écologique, si vous voulez être cohérent, c'est extrêmement difficile. Parce que ça demande des sacrifices quand même sacrément importants. Vous avez vu qu'il ne faut pas prendre l'avion, j'ai des amis, ils n'ont pas acheté de voiture, enfin, c'est toute une logistique. Vous voyez, ça demande quand même une discipline très importante, comme dans d'autres extrémismes. Et donc, à partir du moment où on met le regard sur le comportement des écologistes, s'ils veulent survivre, s'ils veulent que leur idéologie reste cohérente, ils vont devoir, si vous voulez, avoir énormément de discipline. Et être écologiste devient un sacerdoce. Et c'est pour ça qu'on voit des formes de radicalisation, ou ce qu'on peut appeler des moralistes intransigeants. Ils sont obligés, finalement, de se conformer vraiment au dogme et à ce que l'écologie demande, finalement. Mais ça, c'est extrêmement difficile de garder de l'énergie pour cela. Et c'est pour ça que l'écologie, finalement, est en danger, notamment à cause de ça. Donc c'est très difficile, mais on pourrait parler pareil de l'islam. Aujourd'hui, il y a des formes de radicalisation dans l'islam. On peut se demander si ce n'est pas une sorte de baroud d'honneur aussi, d'une certaine manière, parce que pour rester cohérent, il faut quand même... J'ai vu une jeune fille l'autre jour, je prenais mon train, elle faisait une prière devant la porte, elle avait 17 ans, je ne sais pas. Je me dis, je sais pas, il faut se lever la nuit, etc. Enfin, c'est compliqué, quoi, d'être vraiment un musulman très... Vous voyez, c'est très, très compliqué. Donc, c'est un peu comme l'écologie, vous voyez. Donc, je me demande si cette radicalisation qu'on voit aujourd'hui, ces moralistes intransigeants, ne sont pas le signe d'un problème sur l'écologie.
Et on peut dire aussi que l'écologie va diminuer pour d'autres raisons, hein, à cause de la crise économique qui vient. Ce n'est plus tenable aujourd'hui, puisque l'écologie, c'est le climat, donc la décarbonation. Donc aujourd'hui, on n'a plus les moyens, si vous voulez, à mon avis, avec la crise qui vient, de perdurer dans cette idéologie. De même que la crise géopolitique qu'on voit avec le retour des guerres. Peut-être Philippe Fabry nous en dira un mot cet après-midi. Et donc, ce que je voudrais dire aussi pour finir, c'est que, alors je n'ai pas parlé vraiment du climat, mais ce qui est intéressant dans l'écologie, elle existe depuis toujours, elle n'a jamais changé. Ce qui a changé, c'est la reprise de l'écologie par les élites politiques. Hein. Et donc ça, je n'ai pas le temps d'en parler, mais c'est probablement à cause ou grâce à la question du climat, finalement, et de la validation scientifique par le GIEC. Enfin, il y a tout un mécanisme comme ça qui montre peut-être pourquoi elle est une idéologie qui a réussi, alors qu'elle était tenue à distance pendant très longtemps par les élites. Et donc, pour finir, je voudrais parler de l'animalisme. Alors, je sais, Thomas, tu en parleras mieux que moi cet après-midi, mais il ne faut pas confondre l'animalisme et l'écologie. L'écologie, je vous ai dit le diagnostic et le discours sur le salut. L'animalisme n'est pas du tout là-dedans, à mon avis, et Thomas nous éclairera sans doute mieux l'après-midi. Mais je pense que l'avenir est beaucoup plus souriant pour l'animalisme. Alors, je ne suis pas animaliste, et je suis contre toutes les actions qu'on est en train de mener, contre les agriculteurs, contre les bouchers, ou tout ce que vous voulez, hein, pour que les choses soient claires. Mais j'essaye de réfléchir à l'avenir. Hein, et je pense que c'est une idéologie qui a beaucoup plus de chances de réussir. Parce que, si vous voulez, j'ai dit tout à l'heure que l'écologie, pour rester cohérente, elle demande de plus en plus de discipline et de sacrifice, parce qu'on est dans des formes de décroissance. Il faut retourner dans la forêt, quoi. Hein. Tandis que l'animalisme, au contraire, c'est une idéologie qui, pour rester cohérente, n'aura pas besoin de retourner dans la forêt. Au contraire, elle va profiter des avancées technologiques, hein, puisque c'est pour éviter la souffrance animale, en fait. Et je pense que, à cause de ce fait-là, c'est plutôt une idéologie qui réussira parce qu'elle va dans le sens de l'histoire. Hein. Il nous était insupportable hier de voir des enfants travailler dans des usines. On se dit qu'il fallait arrêter le travail des enfants. Aujourd'hui, est-ce qu'on trouve insupportable de tuer des animaux? Pas encore tout à fait, mais enfin, si vous deviez tuer tous les animaux que vous mangez, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait... Vous voyez, l'histoire humaine, ou plutôt l'histoire naturelle, c'est quand même toujours l'amélioration du confort. Et que les animaux meurent plus, c'est une forme de confort pour nous, je pense. Hein, je l'ai raconté plusieurs fois, j'ai visité dans le nord de la Finlande une usine pour faire du lait avec des vaches. Et je suis allé la visiter, il y a 200 vaches laitières qui ne sortaient jamais et qui allaient manger, puis qui allaient se faire traire automatiquement, tout se fait automatiquement. Et j'ai eu un flash à ce moment-là, j'ai repensé à Thomas d'ailleurs, et je me suis dit, mais à un moment donné, on va inventer une manière de faire du lait sans vache. Parce que c'est quand même pas tout à fait satisfaisant de voir ce spectacle. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça va dans le sens de l'histoire et de l'amélioration des conditions de vie, contrairement à l'écologie. Et c'est pour ça que je pense que l'animalisme qui n'est pas de l'écologie a un certain avenir, même si aujourd'hui je m'oppose à des formes, disons, d'animalisme. Voilà, je vous remercie. Donc on a avant des questions. Quelqu'un peut... S'il y a des précisions, si vous n'avez pas tout compris. Je voudrais vous donner tout de suite une réponse à propos de votre imagination sur le lait fabriqué industriellement. Ah oui. Donc, il n'y a pas besoin d'aller en Finlande ou en Norvège, là où vous êtes allé. Il y en a en France, des élevages de 200 vaches laitières qui sont traites automatiquement et qui sont nourries avec un certain nombre d'automatismes. Mais enfin, il y a encore besoin de l'intervention humaine. Donc, ce n'est pas tellement extraordinaire de faire du lait de cette façon-là. Mais par contre, vous avez raison, il y a déjà la fabrication du lait artificiel par biochimie, sans aucun animal, et on peut faire un lait qui aurait les mêmes caractéristiques que le lait, bien sûr pas tout à fait,
mais les mêmes capacités de nutrition. Et c'est commencé, de même que pour la viande cellulaire, celle-là, elle est bien commencée. On fabrique la viande avec la multiplication cellulaire dans des usines. Et c'est commencé, c'est déjà en vente. On a déjà ça, et je pense que ça va dans le sens de... Ça donne une réponse à votre angoisse sur... oh, c'est tellement les vaches automatiques, là, les vaches qu'on traite automatiquement avec un robot, que j'ai espéré avoir un lait industriel. Donc je voulais répondre à cette ironie, parce que je suis dans la viande. J'en profite pour dire qu'il n'y a pas que le gaz carbonique qui réchauffe la planète. Selon les écologistes, il y a aussi le méthane. Et les fameuses vaches qu'on traite, elles produisent du méthane qui, soi-disant, réchauffe la planète. Ce qui est une galéjade extraordinaire et complètement idiot. Mais elle est bien rentrée dans le cerveau des gens du GIEC et des gens écologistes, là, vos petits militants, là, ils sont tout à fait persuadés qu'il faut manger moins de viande parce que la viande, il y a du méthane. Or, c'est le lait qui a le méthane, c'est déjà une grande idiotie. Ils n'ont pas dit qu'il faut manger moins de lait, il faut manger moins de viande. Donc, tout ça, c'est extraordinaire. Bon, merci à vous. Ça va. Moi, je retiens de l'exposé de Bertrand, là, que il me semble, c'est une question, mais est-ce que l'écologisme, ce que vous décrivez, est-ce que c'est pas un truc d'intellectuel ou de religieux qui, déjà, historiquement, savaient tenir les foules, plus ou moins par manipulation ou crainte dans toutes les religions. Bon, mais est-ce que c'est pas justement maintenant une sorte d'oligarchie de nos sociétés, éventuellement mondialisée, y compris à l'ONU et dans tous les grands machins internationaux, toutes les COP de toutes sortes, etc. Et qu'en fait, le problème, le vrai problème, le problème le plus important, c'est que ces gens-là, ils ont du pouvoir et que ça agit fortement sur la vie réelle des gens réels, des autres, qui eux sont réduits au rôle de population, où l'homme avec un H majuscule, comme Staline voulait changer l'homme, alors qu'en réalité, la réalité de la vie des êtres humains, c'est d'être des individus, ce qui est quand même l'essence même d'un être humain. Moi, j'ai des chevaux, je veux dire, bon, on n'est pas tout à fait au même niveau. Voilà, excusez-moi. Mais la question, c'est bien cette histoire de déconnexion. Ce qui, en fait, ce déni de réalité pourrait se corriger, justement, par de la pédagogie, par de la communication, ramener les gens au réel, en les exposant vraiment. Alors, pas que par des films, mais voilà, ramener le terrain... Alors, je sais pas, il y a deux questions. Alors, moi, je ne crois pas qu'on peut raisonner les écologistes aujourd'hui. C'est très difficile, Benoît. C'est très difficile. Donc, ça va devenir de plus en plus possible, précisément, à partir du moment où le phénomène écologie est en train de perdre de la puissance. De plus en plus, quand on a fait ce que j'ai dit tout à l'heure, quand on montre du doigt les gardiens du temple et leur comportement, qui ne sont pas exemplaires, loin de là, on commence quand même à marquer des points. Et de plus en plus, les attaques vont être... performative. Voilà. Oui, Laurence. Oui. Il y a une question. Alors effectivement, moi je parle plus d'écologisme parce que je pense qu'il y a quelque chose dans l'écologie, mais bon, après, c'est une question de terme. Par contre, sur le récit écologique qui serait en danger, c'est vrai que j'avais lu le livre de Benoît Ritaud, qui était Le mythe climatique en 2010, qui parlait des carbocentristes. Il y avait aussi Claude Allègre, de la même façon, dans le mythe climatique... oui, c'était aussi qui parlait aussi, qui disait en 2010, ça y est, on arrive au bout. Visiblement, cette narration, elle plaît énormément, elle mobilise énormément, et puis elle est très simpliste. On lutte contre le CO2, on enlève le CO2 et ça y est, tout est réglé. Donc c'est vrai que moi, je ne suis pas aussi optimiste que ça, même si j'aimerais vraiment. Ceci dit, la dette, effectivement, là en ce moment, a remplacé le récit, mais c'est un peu sur cette même forme. C'est-à-dire qu'on habitue, je trouve, la population à dire « c'est comme ça, crois et tais-toi ». Donc finalement, on est sur une perpétuation du même mythe finalement. Voilà, c'est ça que je voulais rajouter. Mais j'aimerais vraiment que ce mythe s'épuise, mais j'ai l'impression qu'il est renouvelé. Oui, le mythe s'épuise, mais bon, il y a des
crise de remplacement, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la biodiversité qui vient, c'est un signe aussi d'un épuisement du récit climatique, de la catastrophe climatique. Et on a besoin de renouveler. Est-ce qu'on va réussir sans cesse à renouveler le mythe? Je ne suis pas sûr. J'ai oublié de dire aussi que, évidemment, pour moi, l'écologie, enfin, il y a l'écologie, la science dont parlait Christian Lévesque tout à l'heure. Je ne parle pas du tout de cette écologie-là, l'écologie des écologues. Il ne s'agit pas de ça aujourd'hui, hein, pour être très clair. Mais il faut comprendre que, pour moi, les mots... Moi, je parle d'écologie, pourquoi? Parce que ce n'est pas nous qui décidons de ce que veulent dire les mots. Quand on dit les écologistes nous emmerdent, quand on dit les écologistes machin, on n'a pas besoin de définition, on voit de quoi on veut parler. Et moi, je pense que ce qu'on veut parler, c'est la description que j'ai donnée tout à l'heure. Et je voudrais dire aussi une chose que je dis beaucoup, mais que le mot écologie s'est imposé partout et a fait disparaître totalement les mots environnement et les mots développement durable. Et vous allez, pour moi, ça c'est ma conviction, voir progressivement un retour des mots. Vous allez progressivement voir, ça je pense, disparaître. Le ministère de l'écologie déjà a perdu un peu de sa puissance. Là. Il y a 20 ans, il y a eu un changement de nom en ministère de l'Environnement, en ministère de l'Écologie. Et parce que nous sommes depuis 20 ans dans le monde de l'écologie tel que je l'ai décrite. Mais vous verrez qu'il y aura une modification des mots pour moi à un moment donné. Les mots ne changeront rien. Ce n'est pas les mots qui changeront quelque chose. C'est nous qui changerons et qui utiliserons d'autres mots. Bonjour. Si je vous ai bien suivi, vous avez dit que la crise écologique tardait toujours à venir. Et que donc, par conséquent, les solutions ne se matérialisaient jamais, une solution écologique. Mais que faites-vous à ce moment-là des diverses taxes, réglementations, taxes carbone et autres, qui sont des choses très réelles pour un grand nombre de gens? C'est une excellente question. Effectivement, c'est pas que... si vous voulez... si vous vouliez avoir une vraie réponse à la crise écologique telle qu'elle est faite aujourd'hui, sur le CO2 par exemple, les efforts à faire sont colossaux. Jean Covici dit qu'il faut une crise Covid par an. Mais aujourd'hui, ça ne suffit plus, la crise Covid par an. Et vous voyez bien que cette décroissance-là, elle n'est pas mise en œuvre. Vous êtes d'accord? Donc c'est en ça que je dis qu'on n'arrive pas à faire les politiques de salut public qui seraient vraiment nécessaires selon la crise. Par contre, comme l'idéologie a imprégné tout, on a quand même, si vous voulez, une imprégnation des politiques actuelles pour essayer de répondre à ce truc. Mais ça n'aboutit pas à une vraie décroissance, ça aboutit à ce que j'ai dit tout à l'heure, une décroissance molle finalement. On fait des actions, mais qui n'ont eu aucune espèce de conséquence sur le problème posé, mais qui quand même désorganisent un peu nos vies et les politiques et l'économie. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on n'en est pas au stade de la réponse telle qu'elle voudrait être par les écologistes. Si vous les écoutez, ils vous diront toujours que ça suffit pas. On n'a pas commencé le début du quart de ce qu'on doit faire. Donc c'est en cela, effectivement, je suis d'accord avec vous. Mais vous savez, en ce moment, Barnier freine des cas de fer sur le pacte vert. Vous avez énormément d'indices qui montrent que nous sommes en train de vivre un tournant pour mettre de côté les objectifs climatiques. C'est évident, ça, à mon avis, mais ça, on peut en discuter. Et dans ce sens-là, on retrouve à nouveau un peu le marxisme. Si le marxisme ne marchait pas, c'est pas parce que c'était une philosophie qui était viciée à la base, c'est parce qu'on n'en faisait jamais assez. Ça fait pas l'ombre d'un doute. Ici, c'est un petit peu pareil. Donc c'est pour ça que ton optimisme, et je le modérerai un petit peu et je serai plutôt en phase avec Madame en disant que je ne crois pas qu'on soit sorti de l'auberge, loin de là. Quand on entend notamment au niveau de l'Union européenne, ce que je veux dire, c'est que moi, j'attends pas à ce que les voitures thermiques soient interdites, voitures thermiques neuves à la vente en 2035. On pourrait entendre dans le futur que ça va plutôt être 2030, ça serait mieux. Donc, je suis... Oui, alors il faut savoir aussi que moi, je me pose... C'est comme quand je parle de l'animalisme. Je ne suis pas dans le pas de temps, je ne parle pas de demain matin. Moi, je suis un philosophe d'esprit, en tout cas, vous voyez, ou un anthropologue, un sage. Donc je regarde un peu de distance. Mais je ne dis pas que ça va... Je pense qu'on est au début de la fin. À l'échelle humaine, peut-être que cette fin paraîtra un peu longue.
Bon, j'ai bien aimé votre exposé qui a répondu finalement à ma question initiale de tout à l'heure. Par contre, moi, je pense que vous êtes encore plus alarmiste que les alarmistes. Parce que quand vous parlez finalement de l'écologie comme l'expression d'une crise existentielle, avec une recherche de salut et avec un homme qui est dans sa dualité, d'ailleurs comme la science, comme beaucoup de choses, ben, finalement, moi je me dis, mais on ne va jamais en finir, quoi. Et vous êtes donc pour moi plus alarmiste que les alarmistes. Non, parce qu'on changera peut-être d'idéologie. Mais vous allez changer de thème, mais vous allez toujours avoir une manifestation de la crise existentielle sous forme d'une nouvelle religion. Non, et parce vous me faites peur, là. Oui, alors je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir, puis je pense que nous n'avons aucun pouvoir d'action sur l'avenir. J'ai écrit une histoire naturelle de l'homme, ce n'est pas pour rien. Mais je ne voudrais pas rentrer dans tous ces sujets-là. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que... qu'est-ce que je veux dire ? Non, c'est que vous pouvez avoir des idéologies, par exemple, vous pouvez très bien avoir une passion humaine qui se crée par rapport à un projet positif. Aujourd'hui, si vous voulez, on est dans un creux de l'histoire où on s'ennuie un peu finalement. Mais vous savez ce qu'est en train de faire Elon Musk. Peut-être nous allons voir si vous voulez, à un moment donné, il y a eu la grande exploration de toutes les terres. Ça a été un moment incroyable de l'humanité, où on s'est passionné pour l'exploration. Christophe Colomb, Magellan, etc. Il voulait aussi d'ailleurs découvrir le paradis, et donc c'était aussi une question du salut. C'était aussi, oui, l'argent aussi, mais toujours les profiteurs. Il faut toujours se souvenir ça, se profiter du feu qui brûle. L'argent, oui, mais il n'est pas en premier, l'argent. Il profite d'une situation. Et donc, on peut tout à fait s'enthousiasmer, par exemple, pour des projets de conquête spatiale. On peut toujours tout à fait voir des projets utopiques du salut un peu différents. Bonjour, oui, juste une question tout à fait pratique. Vous avez parlé brièvement de la science, vous avez un peu parlé des Scola, etc. Et du GIEC, vous avez parlé des représentants de la science. Qui vont plutôt valider le mysticisme en fait de l'écologie. Et moi, j'ai vraiment une question d'ordre pratique. Est-ce que vous auriez des lectures ou des articles scientifiques qui vont justement à l'encontre de ça, qui vont démystifier un petit peu l'écologie? Si vous en avez quelques majeurs à me conseiller, ça m'intéresse beaucoup. Démystifier quoi? Par exemple, la crise? La crise de la biodiversité, je vous conseille de lire Christian Lévesque, ici présent, qui a écrit des livres avec... Alors ça va vous plaire, parce qu'il y a plein de notes de bas de page. Parce qu'un bon livre est un livre avec des notes de bas de page, n'est-ce pas? Bon, le mien n'en a aucune, mais bon, ça ne vous empêche pas de le lire. Mais donc, ce que je voulais dire, c'est que sur la science, c'est intéressant, ça, vous savez, Buffon, à un moment donné, il s'est fait engueuler par la Sorbonne et la faculté de théologie, qui lui a dit, écoutez, ce que vous dites ne correspond pas à ce que dit l'Église et les Saintes Écritures. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, Benoît, je crois que c'est quelqu'un que tu as aussi cité, c'est quelqu'un qui fait un article, je crois, sur le rôle du soleil, ou je ne sais plus quoi, sur le climat, qui a publié ça dans une revue à comité de lecture, hein, et qui s'est senti obligé de mettre en résumé ou en parallèle, qui soutenait la thèse anthropique. Parce qu'il faut donner des gages, finalement. On peut pas, la science n'est pas libre, elle est dans un carcan. Croire que la science est libre, c'est une erreur. Il y a plein de... Voilà. Et là, c'est un exemple parfait qui montre, et Buffon avait dit, bah oui, il faut que je revoie mon article pour être conforme aux Saintes Écritures. Et aujourd'hui, si vous voulez, la science, ce dont je parlais, la science aujourd'hui, elle protège le mythe. Donc la science aujourd'hui est un équivalent bien souvent. Je dis la science quand elle est utilisée avec l'expression la science, d'accord? Quand c'est correspond à Dieu. Et les Saintes Écritures, c'est quoi? C'est le GIEC ou c'est l'IPBES. Parce que personne ne le lit, mais tout le monde se réfère à ça. Et donc, si vous êtes contre les Saintes Écritures, vous ne pouvez plus penser, vous ne pouvez plus écrire, c'est infernal. Bonjour. Est-ce que vous pouvez élaborer sur ce point? Pourquoi, en fait, vous dites que la science, elle affirme le mysticisme? C'est-à-dire qu'elle confirme, quand je dis la science, c'est l'expression de la science, si vous voulez. On dit, par la Radio France, dit la science a dit que, souvent on dit c'est pas une opinion, c'est scientifique, c'est un fait, donc on ne discute pas. Mais ils utilisent l'expression la science, mais derrière, ce n'est pas forcément des gens qui utilisent la discipline. Mais hors de la question, si on dit la science ou les représentants de la science,
Parce que pour moi, c'est juste une abréviation de dire la science et pas Oui, les représentants. oui, mais en fait, la science, l'expression la science, normalement, ça devrait être les représentants de la science. Mais c'est des représentants toujours autoproclamés. Enfin, la science n'existe pas. Elle dit jamais le vrai ou le faux. Elle essaye de réfléchir, de discuter. Elle analyse. D'ailleurs, il y a beaucoup d'articles scientifiques qui sont totalement faux. Enfin, il y en a des milliers, des milliards peut-être. Mais sur quelle base peut-on dire qu'elles sont faux? Ça, c'est l'histoire qui le montre souvent. C'est les théories qui changent. La dérive des continents, il y a plein de questions comme ça. Je sais pas, la théorie des cordes aujourd'hui en astronomie, j'ai l'impression que c'est pas très sérieux, mais voilà. Oui, la science a dit c'est un argument d'autorité utilisé par un certain nombre de militants pour faire taire les scientifiques. En réalité, la science, on a toujours cette impression qui vient du positivisme de Comte, c'est que la science dit la vérité. La science, elle dit aucune vérité. La science, elle fait un état des lieux de connaissances à un moment donné. Et cet état des lieux est le résultat de discussions, voire de combats terrible entre les scientifiques. Il ne faut pas croire qu'il y a une unanimité chez les scientifiques. La science évolue à coup de combats d'idées, bien sûr, parfois de combats violents. Pasteur a eu des ennemis très violents. Donc voilà. Et on a cette fausse idée de la science qui est représentant, je veux dire, là aussi, ça vient un peu de la théologie. Le mythe, par exemple, de l'équilibre de la nature. L'équilibre de la nature, c'est totalement une vision théologique du monde. Ça n'a rien à voir avec la science. La science actuelle, en tout cas celle que je développe, c'est celle d'une nature qui est dynamique, qui se modifie, qui évolue, qui s'adapte, et non pas une science qui revient toujours à un état d'équilibre. C'est un mythe complet. Mais c'est là-dessus qu'on a basé une écologie mécaniste. C'est celle de Newton, c'est celle des astronomes. Mais le biologique, ce n'est pas l'astronomie. C'est un monde qui change, qui s'adapte, qui évolue, et c'est ça qui a permis la pérennité de la vie. Mais ça n'est pas cette idée de l'équilibre de la nature. C'est vraiment pour moi je dirais. On est bien d'accord. Oui, c'est ça qui discrédite complètement la science actuelle, quoi. Allez, encore deux questions, puis après on fait la pause. Non, très courte. Déjà. Merci. Je voulais vous remercier d'avoir parlé de l'animalisme et de l'avoir décorrélé de l'écologie, parce que l'écologie mainstream a tendance à parler des animaux sous forme de biodiversité, d'espèces ou d'élevage, et pas d'individualité. Et donc, je vous remercie d'avoir décorrélé l'animalisme de l'écologie. Non, sur la science, oui, Jean de Carvazoué. Sur la science, juste deux mots. Les humains n'ont inventé que deux méthodes pacifiques de trancher des conflits. Alors, il y en a une qu'on connaît tous qui s'appelle les tribunaux, la justice. Bon, c'est pas agréable, mais c'est pacifique. Et l'autre méthode, c'est la méthode scientifique. Donc, on ne parle pas de la science, mais on parle de la méthode scientifique, qui est un débat permanent, qui ne dit pas la vérité, mais qui accepte comme vrai des propositions qui n'ont pas été contredites. Donc le problème, et ça c'est Karl Popper, donc le problème de l'écologisme, et j'en prendrai énormément d'exemples ce soir, c'est qu'ils tiennent pour vrai des propositions dont on a démontré qu'elles étaient fausses. Donc, et c'est ça qui est sidérant, si vous voulez. C'est qu'en plus, ils s'enorgueillissent ou ils prétendent faire référence à la science, alors que c'est exactement l'inverse. Donc, par exemple, on est contre le nucléaire, alors qu'on veut réduire les gaz à effet de serre, ce qui est assez rigolo quand même. Donc, il y a énormément d'autres exemples.